C'est le dernier numéro de la semaine, le grand rendez-vous. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cet instant de télévision Bénin Business 24, la chaîne de développement. On est là pour vous et on aura comme les autres jours 4 plateaux ici même avec moi. Le journal, le 1945 avec Ulvaeus Balogun. On regarde d'abord la météo ensemble et on revient pour les détails. C'était donc la météo, le temps qu'il fera en tout cas aujourd'hui, vendredi. Il y a eu pluie dans la partie méridionale du Bénin, Cotonou, dans l'eau. Ça fait du bien, en tout cas une très bonne nouvelle pour les paysans. Alors, de quoi nous allons parler ce soir? La pollution au Bénin aurait atteint un seuil, un seuil inquiétant. En tout cas, il faut dire que la lutte contre la pollution environnementale et sonore reprend dans les villes du Bénin. Nature et bien-être nous en donnent plus de détails tout à l'heure. Il arrive des moments où renoncer à un projet ou à quelqu'un devient difficile alors qu'il faut le faire parfois pour accéder à un niveau plus élevé ou pour avancer. Comment et quand abdiquer sans regret? On en parle avec notre invité dans la rubrique Expert. À chaque corps de métier, il paraît son code vestimentaire. On verra ce soir celui qui est conseillé donc pour les femmes et les hommes des médias, les journalistes donc. Le dernier plateau autour de cette table sera donc Horizon Culture avec Jennifer Sachivi. C'est souvent le clash dans certains tests, un peu comme les rappeurs, mais ce soir, nous allons parler des chants traditionnels béninois. Quel est le contenu souvent véhiculé par nos artistes traditionnels ici au Bénin? C'est Horizon Culture qui va nous donner les détails. Voilà pour ce qui concerne le menu programme autour de cette table. Nous irons voir du côté de la rédaction ce qu'il nous réserve. Ulvaeus Balogun, bonsoir. Bonsoir Karamat Agbataou. Eh bien, savez-vous que l'échangeur de Godomain, cette infrastructure routière construite à grands frais et qui dessert la commune d'Abomey-Calavier et environ, végète dans une insalubrité notoire? Nous irons faire le constat dans l'édition de tout à l'heure. Ensuite, nous parlerons de l'hyperlordose lombaire, à ne surtout pas confondre avec la lordose lombaire. C'est une maladie qui touche le creux au milieu du dos et qui est souvent le fait de certaines de nos postures. Enfin, climat et météo sont deux éléments indispensables à l'agriculture et dont la bonne maîtrise peut conduire à un bon rendement. Comment y arriver? Nous en parlerons également dans cette édition. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce soir.
Le 1945 à la présentation de ce vendredi, c'est Ulvaeus Balogun qu'on va retrouver dans un peu moins de 45. À tout à l'heure, Ulvaeus. À tout à l'heure, Karamat. Les plateaux vont s'ouvrir et nous avons le plaisir de vous annoncer que nous démarrons par nature et bien-être. On parle environnement, de pollution ce soir. Je vous l'annonçais dans les titres tout à l'heure, la relance de la répression contre la pollution environnementale et sonore au Bénin. Le temps pour nous de faire venir notre invité, M. Ismaïla Maman. Nous allons suivre ensemble cette compilation d'images sur la pollution. Voilà, merci beaucoup à Cécile Houndé pour la réalisation de cet élément, une compilation en tout cas d'images qui choquent un tout petit peu quand même. On en parle avec notre invité, Monsieur Ismaïla Maman. Vous êtes le président de l'organisation non gouvernementale Course Verte Bénin, initiateur du projet La Marche pour le climat. C'est bel et bien ça? Oui, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, nous allons parler donc de la répression contre les actes d'insalubrité au Bénin. Alors, de quelle pollution concrètement parle-t-on ici? Ici, on parle plus de la pollution visuelle. Et madame, permettez-moi d'abord de vous dire d'abord deux mots avant de commencer. Vous savez, le mot répression, derrière le mot répression, nous avons le mot châtier, le mot punir. Mais je peux vous dire que, vous affirmez que les populations veulent changer. Et ils font beaucoup d'efforts pour changer leur comportement par rapport à leur cas de vie. Mais on ne les aide pas. Donc, moi, je préfère qu'on change le mot répression. Et parce que ça ne va pas résoudre le problème. L'autre chose est quoi? C'est qu'il est très facile d'arrêter la pollution que de l'arrêter ou de réprimer les gens. Voilà. D'accord. On peut en revenir à ma question. De quelle pollution on parle concrètement? Est-ce que c'est la pollution de l'environnement où on voit que c'est quand même les sachets, les tas d'immondices qui jonchent un peu les rues et ruelles de nos villes et villages, ou bien la pollution due au gaz d'échappement? De quoi on parle concrètement? Bon, moi, selon l'information que j'ai eue, le procureur veut qu'on m'appelle réprimer tout ce qui est pollution sonore et visuelle, tout ce qu'on peut voir en termes de déchets dans les rues et autres. Voilà. Donc, c'est de ça il est question. Mais nous, on est plus accentué sur tout ce qui est déchets plastiques, déchets dans les rues et la salubrité dans tout ce qui est, qu'on appelle, place publique. Et vous savez, au Bénin, il y a beaucoup d'ONG qui travaillent sur le terrain dans la sensibilisation. Tout part de là. C'est la clé en réalité de cette lutte. Et vous, vous estimez que pour arriver à bout de ce combat-là, c'est pour qu'on puisse changer quand même de mots. Pour vous, répression n'a pas sa place là. Et pourquoi? Je voudrais bien savoir. Voilà, merci madame. Vous savez, on va caricaturer. Vous êtes dans votre maison, une petite maison, et vous produisez des déchets chaque jour. Mais ces déchets-là, vous n'arrivez pas à les faire disparaître. Vous voyez? Mais vous voulez que votre maison soit toujours propre. Donc vous les mettez dans des poubelles et vous les disposez côte à côte dans la maison. C'est ce qui se passe au Bénin actuellement. Il n'y a pas
une politique de gestion des déchets au Bénin. On déplace le déchet d'un point A à un point B. Donc, du coup, donc pour vous, ça ne résout pas encore le problème. Le mal n'est pas encore traité. Voilà, donc du coup, ça met le citoyen dans l'inconfort. Il ne sait pas trop comment faire pour s'en sortir. Vous voyez, parce que nous avons fait une activité où nous sommes allés à Calavi, derrière juste la mairie, où il y a un tas d'immondices. Nous sommes allés voir les populations pour leur poser des questions. Eux-mêmes, ils veulent s'en débarrasser. Mais il n'y a pas les moyens pour la population elle-même de le faire. Alors pour cette fois-ci, est-ce que vous avez en tant qu'activiste, c'est-à-dire un homme sur le terrain qui se bat pour une cause bien précise, est-ce que vous avez une idée claire de comment est-ce que cette lutte-là va se passer cette fois-ci? En tout cas, ça a été quand même le procureur Mariano, mettons-nous, qui est revenu là-dessus. Est-ce que vous avez une idée de comment ça va se passer cette lutte? Oui, c'est un peu comme ce qui a été fait déjà pour la première fois. Parce qu'on a dit reprise, voilà. Ça a été déjà fait une fois. C'était dans la semaine où nous, on a fait une photo choc, où j'étais assis sur un tas d'immondices, comme si j'étais dans un bureau, et la photo a fait le tour du monde. Il y a des anciens ministres de l'Environnement qui ont retweeté la photo en son temps. C'était dans la même semaine que le procureur était sorti en son temps pour réprimer. Vous voyez? Donc, je pense que la répression seule ne pourra pas résoudre le problème. Ce serait une veille de la police. La police sera là pour veiller à ce que les gens ne jettent pas les ordures. Mais est-ce qu'on ne doit pas aller au fond du problème? Est-ce qu'on ne doit pas aller à la source même? Pourquoi est-ce que le Béninois et la population sortent pour aller jeter? À votre avis, répondez. À votre avis, c'est quoi? Juste parce qu'il n'y a pas une politique adéquate pour pouvoir les permettre de mieux gérer les déchets qu'ils ont. C'est en réalité ça. Et pour vous, il est urgent qu'on puisse trouver déjà solution à ce problème, déjà au niveau de chaque ménage. Voilà. Et de chaque ménage maintenant, de chaque maison, de chaque quartier. Vous voyez, maintenant c'est la gestion des déchets en réalité le problème. Il faut que la lutte que le gouvernement veut mener soit crédible. Et pour que cette lutte soit crédible, il doit travailler forcément avec les ONG qui sont en place. Vous voyez, dans toutes les actions du gouvernement, et le président ou bien les autorités se s'entourent souvent des experts dans chaque domaine. Ici, les experts dans ce domaine-là, c'est nous, les ONG, qui sommes chaque jour avec les populations. Nous, par exemple, à l'ONG Couche Bénin, chaque samedi, on sort pour aller nettoyer un coin du Bénin, sans aucun franc de personne. Et on échange avec la population. La population nous parle. Vous voyez? Mais il n'y a pas... Le gouvernement n'associe pas les ONG. À chacun sa façon de mener son combat. Voilà. Et chacun doit rester dans son couloir, dans son rôle. Mais il faut quand même à un moment donné, parce qu'il y a de ces comportements qui reviennent à chaque fois, récidivistes et tout. Mais dites-moi, il faut quand même qu'on puisse sévir à un moment donné. Selon vous, quels sont ces actes-là qu'il faut commencer par frapper dessus? Oui, par exemple... vous savez, et comme le dit une ONG ici sur la place Brigade Verte, dehors c'est aussi chez nous. Voilà. Et quand vous salissez dehors, c'est comme si vous salissez chez vous parce que dehors, ça commence pour indiquer une maison. On dit souvent, il est de tel quartier, il est de telle ville. Et c'est vous qui êtes là. Et quand ça serait sale, on dira, les gens de tel quartier, de telle zone sont sales. Donc du coup, je pense qu'on doit commencer par servir peut-être quand toutes les conditions seront réunies. Je reviens toujours sur ça, madame. Il faut nécessairement que toutes les conditions soient réunies. Vous allez par exemple au niveau de Missebo. Le citoyen qui est venu jeter des ordures dans la bac là, il a vu que la bac est déjà remplie. Personne n'est venu ramasser. Il fait quoi la prochaine fois qu'il reviendra vers la bac? Est-ce que vous voulez dire que la répression n'a pas son sens, n'a pas sa raison d'être? Non, je demande juste qu'on aille étape par étape. Vous avez vu, et le simple fait que le procureur dit qu'il va réprimer déjà, ça a déjà commencé par... Semer la panique, vous voulez dire? Voilà. Mais je crois qu'il le faut pour bousculer les gens. Oui, c'est ça, il dit, c'est positif. À changer. Voilà, c'est positif. C'est positif. Mais est-ce qu'on va s'arrêter là? C'est là le problème. J'ai connu une personne qui a un truc de... on n'avance pas. Vous voyez? Il y a une sorte d'hypocrisie un peu autour de tout. Disons les choses telles qu'elles sont. Dès qu'il en a parlé, ça a commencé par, ça a fait un effet. Les gens ont commencé par se retirer. Mais c'est pour quelques jours. C'est pour quelques jours. Parce que vous avez parlé de reprise. Donc ça veut dire que ça a été fait et ça a repris encore. Maintenant, moi, je vous propose deux choses.
Je propose au gouvernement autre chose. C'est d'aller au fond du sujet. D'aller étape par étape. Et aller au fond du sujet, c'est quoi selon vous, monsieur Mama? Voilà. J'aimerais dire au gouvernement que les tas d'immondices que vous voyez partout, par-ci et là, c'est une source de revenus. On ne doit pas voir cet tas d'immondices comme une charge. Non. Dans cet tas d'immondices, il y a de l'or. Il y a de l'or. Vous voyez? Et le gouvernement n'en est pas encore arrivé à ça. Et nos opérateurs économiques aussi. Ils doivent savoir que c'est une opportunité à saisir. Parce que dans le tas d'immondices, nous avons le terreau déjà qu'il faut tirer. Nous avons les déchets plastiques qui peuvent se transformer en clôture, en n'importe quoi. Ça se fait à côté, au Togo à côté. Donc du coup, quand la population verra que la gestion est déjà faite, la gestion commence par se faire autour des déchets, vous allez voir que ça va agir directement sur le comportement des citoyens. Actuellement, vous savez bien que plus aucun citoyen ne jette les fers. Vous savez ça parce que les fers se vendent maintenant. Ça se recycle. Si tout est mis en place de telle sorte que le déchet plastique qui est le plus utilisé au Bénin, dans toute l'Afrique, devient maintenant quelque chose qu'on peut recycler, alors là, quand il va finir d'utiliser son déchet plastique, au lieu de le jeter dans la nature, il récupère ça quelque part. On ne va pas en tout cas revenir sur ce combat de déchets plastiques parce que ça fait un autre débat carrément. Okay. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y aura des gens qui seront interpellés? Enfin, moi, je ne sais pas, j'émets, je doute, juste une idée comme ça qui vont faire l'objet de poursuites par la suite. Bien sûr. Ah bien sûr, parce que quand vous allez par Mazongo, les gens se lèvent la nuit et puis ils vont jeter des ordures dans le terre-plein. C'est dangereux. On peut les poursuivre pour ça? Bien sûr. En fait, vous savez, la pollution tue. La pollution tue. Et c'est aussi un crime, quoi. Parce que quand vous rendez insalubre le cadre de vie des gens et que les mouches prennent des microbes pour aller les déposer dans la nourriture pour que les gens mangent et qui tombent malades. Mais vous êtes l'auteur en réalité. Vous aurez été à la cause de ce mal-là. Donc du coup, déjà même, il y a même l'aspect aussi. Notre ville, elle n'est pas belle juste parce qu'il y a beaucoup de tas d'ordures. Et ça, ce n'est pas bien. La pollution et salir, comment on appelle, les infrastructures publiques, c'est déjà un crime pour moi, quoi. Vous voyez, on peut sévir, mais ne nous limitons pas seulement à ça. Je vous en prie. Pour vous, Monsieur Mama, cette lutte contre la pollution environnementale ne devrait pas être une histoire d'une semaine où on lance un mot d'ordre qui va tenir juste quelques jours et qu'on relâche après, mais ça doit être un travail de façon continue jusqu'à ce qu'on ait vraiment des résultats à la fin. Et pour vous, ce résultat, c'est quoi? Comment vous entrevoyez les villes du Bénin rapidement en 10 secondes? Il y a de l'espoir de voir les villes du Bénin très, très jolies, même plus belles que la ville d'Accra. N'est-ce pas? Parce que moi, je suis allé à Accra, j'ai vu. C'est possible. Merci beaucoup. C'était donc M. Ismaïla Mama, qui est donc président de Course Verte. Et c'était Nature et Bien-être. À présent, nous allons passer à notre invité expert. Et nous parlons de renoncement, mais de façon stratégique. C'est-à-dire, il faut renoncer, il faut abdiquer, mais il faudra en amont réfléchir, prendre de vraies décisions, savoir où on veut réellement mettre les pieds. Monsieur Giro Popola, bonsoir. Bonsoir, Madame Karamat. Coach motivateur, vous êtes. Alors, pour vous, il faut parfois renoncer, il faut oser renoncer. Pour vous, c'est ça? Merci beaucoup. Je pense que la question est suffisamment pertinente et également délicate parce que dans le développement personnel de façon générale, que ce soit dans le domaine entrepreneurial, que ce soit dans le domaine du leadership, que ce soit dans la vie privée, on nous dit souvent qu'il faut persévérer. Il faut aller de l'avant et que c'est seulement au bout de la persévérance qu'il y a à la fin le succès. Ce qui fait que nous avons, entre guillemets, je vais dire, cet état moral qui est tel qu'on voit le fait de renoncer à un projet comme étant, je vais dire, une déception, entre guillemets, ou un échec moral, qui est tel qu'on a abandonné quelque chose. L'important ici de comprendre ce soir, c'est quoi? Il est naturel et tout à fait compréhensible que lorsque vous voulez réaliser quelque chose entre vous et vos aspirations, qu'un certain nombre d'événements ou d'obstacles se dressent entre vous et ce que vous désirez. Ça, c'est naturel.
Autre chose est de vouloir persévérer dans un entêtement aveugle. Ce qui cause quoi? Il y a deux cas. Soit certains individus qui, conscients peut-être que la chose n'ira pas mieux, s'entêtent rien que pour s'entêter, parce qu'on l'a dit, persévère. Soit le cas où l'individu a envie d'abandonner, mais il se dit, si j'abandonne, qu'est-ce qu'on dira de moi? Alors, à quel moment on doit pouvoir faire la part des choses? Parce qu'il se passe mille et une choses dans la tête d'un individu à un moment précis, surtout quand il s'agit de réaliser des rêves. Et les rêves, on en a assez dans divers domaines. On veut que socialement ça marche, on veut que professionnellement on soit bien positionné, on veut que dans la famille aussi, qu'on soit bien vu. Donc, comment vraiment opérer cet équilibre? À quel moment on doit pouvoir savoir, voilà, il faut prendre une décision et il faut y aller, quoi? D'accord, merci beaucoup. De façon générale, la première des choses qu'il est important de savoir, c'est, moi je l'appelle le renoncement stratégique. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Je suis dans une banque, je vais prendre de l'argent. Il y a 20-30 personnes devant moi et ça fait 10 minutes ou 20 minutes que je suis là. Je reçois un message, on me dit, un collègue à moi ou un ami me dit, ok, dans telle agence, peut-être à 10 minutes d'ici, il n'y a que 3 personnes. Je décide de quitter cette agence-là et je vais ailleurs. Rapidement, j'ai l'argent que je reçois. Dans ce cas-là, j'ai renoncé à rester dans la première banque pour aller dans une deuxième banque. Parce que j'avais l'information qu'il fallait au bon moment. Ça fait quoi? On a besoin d'avoir un certain nombre d'informations pour que les décisions qu'on prend dans certains cas... Ne se regrettent pas plus tard. C'est ça qui est important. C'est la qualité d'information qu'on a et le temps dans lequel on a ces informations qui font qu'on peut faire des choix de façon éclairée et ne pas avoir des regrets demain. Parce que c'est surtout l'aspect des regrets qui font que souvent, les gens se disent on va rester accroché. Dans ce que j'ai raconté tout à l'heure, vous voyez bien, le fait de rester dans la banque ne m'aurait avancé à rien. 50 personnes, je vais attendre. De l'autre côté, je peux avoir en 10 minutes ce que je veux. Ça veut dire que je suis dans une entreprise, peut-être ça fait 2 ans, 3 ans. J'ai des rêves, j'ai des visions, j'ai des objectifs. J'ai l'impression que les choses ne bougent pas. J'ai l'impression que je fais tout, entre guillemets, on ne reconnaît pas, je dirais, la qualité du travail que je fais. Il n'y a pas de promotion en vue. Les choses sont comme ça, on n'évolue pas, on se pose des questions de savoir est-ce que c'est la peine de rester, est-ce que c'est la peine de quitter. On a également l'environnement, l'entourage aussi qui est là et vous soutient, parfois d'autres vous découragent, vous disent il faut quitter, qu'est-ce que tu attends encore? Pourquoi ne pas rentrer dans telle entreprise? Pourquoi ne pas faire ceci? On est là, on se pose qui on écoute finalement? Est-ce que c'est sa voix à l'intérieur ou les autres? Merci beaucoup. Votre voix à l'intérieur est une voix conditionnée par un ensemble d'événements que vous avez vécu depuis que vous êtes né. Donc cette voix-là, parfois, peut ne pas être fiable. D'accord. Déjà, la première étape, c'est de se poser la question de savoir, parce qu'il est très important de ne pas prendre des choix, de renoncer à un projet, à une relation, que ce soit dans une vie de couple, etc. Parce qu'on panique. Lorsqu'on est en train de paniquer, ou lorsqu'on est, entre guillemets, en train de souffrir, lorsqu'on est dans un état d'émotion intense, il ne faut pas prendre des décisions, parce que parfois, on peut le regretter. Donc, le plus important, c'est de poser la question de savoir qu'est-ce qui m'amène en ce moment-là à cette décision de renoncer à ce projet-là. Ce qui nous intéresse ce soir, avec vous beaucoup plus, c'est de savoir ces différentes astuces-là qui vont nous donner raison plus tard. Comment est-ce qu'on saura qu'on a quand même bien agi? Voilà, déjà de façon concrète, il faut déposer la balle à terre. Quand vous avez envie de lancer, de renoncer à un projet, de renoncer à une entreprise, de renoncer à votre femme, à votre mari, de renoncer à peu importe ce que vous voulez, un voyage, etc., il faut se poser la question de savoir, est-ce que j'ai une vision à long terme de ce que je veux faire? Dans l'instant, là où je suis actuellement, à ce moment-là, les obstacles, entre guillemets, nous on l'appelle les défis que vous rencontrez qui font que vous voulez laisser tomber ça, est-ce que c'est des défis à court terme ou c'est des défis à long terme? Là, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Parce que si c'est pour le court terme, pour que lorsque vous dépassez cette étape-là, vous aurez ce que vous voulez, je pense que la décision, c'est de rester. Mais si par contre, les défis que vous voulez ou que vous gérez en ce moment-là, les challenges que vous avez sont de tels que vous ne voyez pas à long terme comment est-ce que vous pourrez réaliser votre projet, vous avez quand même déjà, je vais dire, un indice pour savoir qu'il faut voir ailleurs, entre guillemets. C'est-à-dire, j'ai envie de réaliser un truc, et peut-être que les perspectives, je les vois, ce n'est pas évident que même d'ici 10 ans, quelque chose puisse changer. Parce que je n'ai peut-être pas un contrôle direct sur ce qui se passe. Donc, c'est déjà un indice pour moi qu'il ne faut pas du tout rester. Parce que je ne suis pas malicien. Il y a certaines choses, on verra tout à l'heure, dont
j'ai la capacité de modifier, de changer ces choses-là. Mais il y a d'autres qui ne dépendent pas de moi. C'est des facteurs externes qui ne sont pas dans, je vais dire, dans mon cercle d'influence à moi. Donc quand j'analyse, je me dis, peut-être que je suis en train de persévérer, étant donné que ça ne dépend pas de moi, rien ne va changer. Donc il ne faut pas rester là et être entêté. C'est comme si je mettais de l'eau dans un réservoir de véhicule et que je m'entêtais à vouloir démarrer ce véhicule-là. Ça ne le prendra pas. Autant je vais persévérer, le véhicule ne va pas démarrer. Donc, autre chose également qui peut aider, c'est de se remettre soi-même en cause. Est-ce que les challenges que j'ai, est-ce que ce défi que j'ai de communication avec mon mari ou avec ma femme, par exemple, est-ce que ce défi de collaboration que j'ai avec un collaborateur, avec un supérieur hiérarchique, est-ce que ce n'est pas de mon fait à moi? Est-ce que, avant de renoncer à quitter l'entreprise, parce que je pense qu'il y a trop de problèmes dans l'entreprise, il y a trop de complications, il y a trop de ceci, est-ce qu'avant de quitter là, je me pose la question de savoir, est-ce qu'à mon niveau, j'ai essayé de régler ça? Est-ce que j'ai su m'outiller comme il faut pour faire face à la situation? Ou c'est simplement, guillemets, une faiblesse de ma part qui m'amène à renoncer à la situation? Donc, c'est des analyses qu'il faut faire. Est-ce que je me sens faible? Est-ce que je me sens dépourvu face à la situation qui est telle que mon premier réflexe qui vient, et c'est naturel, c'est de quitter et d'aller ailleurs pour voir un peu comment ça va se passer. Donc, il faut se poser cette question-là. Deuxièmement, toujours en lien à cela, quand on se pose la question et qu'on se dit, peut-être à mon niveau, j'ai besoin peut-être d'améliorer peut-être le volet relationnel, j'ai peut-être besoin d'améliorer peut-être mon tempérament, j'ai peut-être besoin d'améliorer mon caractère, j'ai peut-être besoin de me faire former, etc. Là, je sais que je suis en train de vouloir régler la situation et qu'il ne faut pas renoncer, tout simplement parce que c'est un défaut de caractère à mon niveau. Plusieurs paramètres dont doivent vous amener à prendre des décisions qu'il faut à des moments donnés. Oui. Mais quels sont ces éléments-là qui dépendent de la personne elle-même et quels sont les autres éléments qu'il faut attendre de l'extérieur? Ok, merci. Oui. Je vous ai donné tout à l'heure, on parle déjà des choses qui dépendent de vous-même. C'est ma capacité à pouvoir changer la chose. Donner l'exemple, on est dans une entreprise dans laquelle, entre guillemets, je ne reçois jamais de félicitations. Je fais tout ce qu'on fait, on critique toujours. Ah, je fais le meilleur, on dit non, c'est pas encore bon. C'est toujours aux autres. C'est peut-être une manière de vous amener à tutoyer les cieux, à aller plus loin. Dans l'instant, croyez-moi, si vous n'avez pas le bon réflexe, vous pouvez penser que tout est contre vous. Voilà. Et votre premier réflexe, c'est d'abandonner. Vous dites, si je vais ailleurs, peut-être que là-bas, les choses seront meilleures. Là, il y a un jeu d'équilibre. Parce que si vous prenez la bonne décision, ça ira. Mais si en prenant la décision, vous n'êtes pas éclairé parce que vous ne vous êtes pas remis en cause, vous allez regretter demain. Donc, quand on parle généralement de persévérer, c'est persévérer en ayant les bons choix et en ayant les bons outils. En étant sûr, parce qu'on a démarré des projets parfois au début, 2 ans, 3 ans, ça ne prend pas. Et au cours de la 4e année, ça peut prendre. Vous voyez? Parce que simplement, au niveau de votre capacité à pouvoir vendre, vous avez amélioré ça. Peut-être vous avez amélioré les techniques et tout ça. Mais si au niveau, par exemple, de l'économie, ça c'est externe, les choses ne vont pas bien, on peut penser peut-être à délocaliser l'entreprise et la mettre sur Lomé ou la mettre sur Abidjan, par exemple. Là, vous n'avez pas renoncé. C'est le renoncement stratégique. C'est-à-dire, j'appelle renoncement stratégique tout ce que vous désirez. Toute décision plutôt de renoncement afin de pouvoir atteindre un objectif, mais toujours le même objectif. Et ça, j'appelle le renoncement stratégique. Ça, il ne s'agit pas de renoncement parce que vous êtes ému ou parce que vous renoncez tout le temps comme un kangourou qui saute d'un projet à l'autre, parce qu'il y en a qui sont comme ça. Ils sont incapables de rester tranquilles. Et le premier réflexe, c'est de bouger, de bouger, de bouger. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'un renoncement volontaire qui est tel que je décide parce que je vois à long terme que là où je veux partir, là où je suis actuellement, ne me conduira pas là. Et que je suis conscient du fait qu'en restant là, je ne fais que perdre mon temps. Quand je décide de quitter, je vais ailleurs. Également, il faut voir, est-ce que ce n'est pas au niveau peut-être de nos croyances? Parce qu'il y en a qui ont des croyances bizarres qui sont telles que, au lieu de voir la réalité en face, on pense tout le temps que c'est autrui qui est le problème. Quand la religion s'y mêle, voilà, il y a tout ça là qui fait que parfois on a envie de faire tout là et on se pose la question de savoir est-ce que ma manière de voir la vie n'est pas peut-être la base du problème? Peut-être que ce n'est pas le problème en lui-même, mais c'est ma manière de voir la vie. Qui est tel que peut-être je pense qui vous crée vos problèmes, vos entraves. Donc il faut se poser cette question de savoir est-ce que je n'ai pas de problème de croyance à mon niveau? Est-ce que je n'ai pas de problème de perception de la chose? Est-ce que ma manière de voir la chose n'est pas en fait le problème? Ça veut dire... C'est demander beaucoup de choses quand même à un individu. Hein. Oui, il doit pouvoir retrouver l'équilibre en lui-même. Voilà, c'est important. D'où vous avez,
par opportunité, des coachs qui sont dans le domaine qui peuvent vous aider. Vous avez suffisamment d'outils, que ce soit des livres, que ce soit des séminaires de formation, ou etc. tout simplement aller sur Internet où on peut avoir aussi des informations. Voilà, qui peuvent vous aider parce que vous êtes dans une décision où peut-être vous dites, peut-être c'est le moment de plier bagage et quitter la maison. Vous tombez peut-être sur cette émission, à ce moment vous m'écoutez, vous vous dites, ok, peut-être ça c'est une inspiration qui vous amènera à vous poser des questions de savoir est-ce que moi je ne suis pas peut-être à la base de ce problème-là. La manière de voir les choses. Il y a également parfois aussi ce qui peut nous emmener à renoncer à quelque chose parce qu'on n'est pas éclairé suffisamment, c'est parfois peut-être nos valeurs. Le renoncement en lui-même, M. Popola, n'est pas une faiblesse. Non, lorsque ce renoncement-là est stratégique, je vais vous donner l'exemple que tout le monde connaît. Samuel Eto'o, il a renoncé en guillemets, à un grand club dans lequel il était à Milan pour jouer dans un petit club à Moscou. Tout le monde était choqué lorsqu'il a fait ça. Mais c'est un renoncement stratégique, il sait ce qu'il fait. Il ne l'a jamais regretté, il savait ce qu'il faisait. Donc parfois, vous pouvez renoncer à certaines choses que les gens peuvent vous demander. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Il vient d'avoir une promotion, il a travaillé peut-être pendant 10 ans, 20 ans dans l'entreprise et il décide de tout claquer, de voyager. Qu'est-ce qui se passe? On l'a envoûté, on lui a fait quoi? On lui a fait quoi? Pas du tout. C'est un renoncement stratégique. Voilà. C'est dans une vision globale qu'il a fait ce choix-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, notre coach motivateur de ce soir, Jérôme Popola, d'être venu pour ces informations utiles. Il faut renoncer quand il le faut, mais il faut être doté de tout votre sens, toute votre lucidité avant de prendre une décision donnée. Merci beaucoup et c'était donc la rubrique Espère qui se referme ainsi et qui fait place à un autre plateau, celui de Jennifer Sativi et c'est Horizon Culture. Nous parlons ce soir du contenu des tests de nos artistes musiciens traditionnels, ceux qui font le akon, le gogon, le adja et tout ça, et qui font la danse teke dans le Nord. Quel est le message qu'ils véhiculent dans leurs chansons? On va essayer de décrypter cela avec un acteur culturel. On regarde ensemble ce reportage que nous a réservé Jennifer, qui va s'installer d'un moment à l'autre. Ntagomba khobo nume kentoro ni wede weli nte no ni doame aye tono do di do ni khuzan ni na dodo ni kuna khoje filo na okara zanjini tobado nu doe si khoda zantiron bolo. Des paroles qui expriment une forte détermination à poursuivre sa carrière quoi qu'il adviendra. Cet artiste béninois s'adresse ici à ses détracteurs. Comme lui, beaucoup se servent des chants pour faire passer différents types de messages. La musique traditionnelle est donc un grand moyen de communication. Les chansons traditionnelles véhiculent des messages très profonds. Et on ne se lève pas pour dire de n'importe quoi. Vous communiquez. Tu sais que il y a une introduction nécessairement. L'introduction qui comporte un certain nombre d'aspects. Il y a le développement. Il y a la conclusion. La conclusion que dans la chanson, nous appelons la chansonnette Aya. Et puis, c'est dansant. Pour faire un chant traditionnel, certaines conditions sont incontournables. Le musicien doit s'en assurer pour avoir une œuvre digne du nom. Moi, je suis allé à l'école de mon feu père, par exemple. Quand tu chantes dans une langue maternelle donnée, il faut d'abord que tu maîtrises cette langue-là. Tu dois avoir la maîtrise de cette langue-là. La maîtrise de la langue signifie quoi? Il y a des adages, il y a des proverbes, il y a des mots, des expressions qu'il faut utiliser à bon escient. Les thématiques aussi peuvent être diversifiées. Toutefois, chaque artiste arrive à s'approprier un registre donné. D'abord, la musique que moi j'exerce, que j'exécute, est une musique très rigoureuse parce que Saint-Louis est une musique royale. Ce qui vient, tire ses sources du palais royal, on ne dit pas des vulgarités dedans. Il y a des gens qui chantent par exemple l'amour, la beauté. Les Gbèzés ont le Gbèzé d'Aklangpa. Ils ont l'art de
magnifier la femme, vous voyez. Donc c'est un art que de chanter. Les musiques traditionnelles du Bénin diffèrent selon les régions du pays et les ethnies. Nous pouvons entre autres citer le zinli, le akonron, le tchenkoumé, le toba ou encore le agbadja. Monsieur Teddy Gandigbe, acteur culturel, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous portez? Je me porte à merveille. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Jennifer Sativi, bonsoir aussi à vous. Bonsoir, Karamat. Un vendredi soir qui annonce le week-end. Et vous plantez bien le décor, là vous annoncez les couleurs, mais en traditionnel. Hein. Voilà, on va danser traditionnel avec les alekbé. Hein, oui, on va danser, on va surtout chanter. Yasmina a dansé tout à l'heure, sauf qu'elle n'a pas bien dansé. Elle a essayé de danser. J'aurais aimé aussi voir du kalamoulaï dedans, avec le taquet pour rendre aussi... Nous aurons du kalamoulaï. N'est-ce pas? Une autre fois, mais c'est sûr que nous en aurons. Alors, Jennifer Sativi, il paraît que nos artistes musiciens béninois, enfin ceux qui font dans du traditionnel, hein, ils véhiculent très souvent de très bons messages, mais seuls les connaisseurs connaissent. Oui, voilà, comme ils l'ont un peu dit dans le reportage, c'est un moyen de communication. Donc, je crois qu'ils utilisent ça parfois pour faire passer des messages très forts. Donc, notre invité va plus nous éclairer là-dessus. Bonsoir, monsieur Gandigbe. Bonsoir, Jennifer. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Avant de parler du contenu, enfin, toujours parlons du contenu, je vais d'abord vous demander quelle appréciation vous en faites. Eh bien, les morceaux traditionnels de notre pays n'est rien d'autre qu'un vecteur de médiation depuis la nuit des temps. Les anciens l'utilisaient, la chanson bien sûr, les anciens l'utilisaient pour passer des messages soit heureux ou des messages malheureux. Ça dépend du contexte dans lequel la personne chante. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque les femmes, surtout chez vous, vous voyez, quand il y a des marâtres, quand il y a de petites discussions, les vrais messages se disent à travers les chansons. On est d'accord, l'autre chante dans sa cour, l'autre aussi chante dans sa cour, et puis ça se... Et donc, depuis la nuit des temps, les morceaux traditionnels représentent pour la plupart de l'Afrique, parce que nous sommes un continent de l'oralité, et donc ça représente pour l'Afrique un élément fort de médiation. D'accord. Tout à l'heure, vous donnez l'exemple des coépouses ou des marâtres, mais on remarque, elles ne sont pas directes, elles n'utilisent pas les vrais mots, elles donnent des exemples et tout ça. Mais comment on arrive à comprendre ce qu'elles veulent dire? Bien sûr, on ne va pas parler des morceaux traditionnels sans penser au fait que la chanson, avant tout, est un genre littéraire. C'est un genre littéraire de l'oralité. Vous voyez, l'Afrique a eu la chance, a eu cette chance de toucher à la littérature écrite, mais dans notre passé, dans notre histoire, nous sommes un peuple d'oralité. Et donc la littérature fait partie aussi des éléments qui véhiculent, nous sommes d'accord, des messages sous la forme orale. Et donc, lorsque quelqu'un décide de chanter pour passer un message, étant entendu que cette personne est dans une dynamique, la personne doit viser d'abord l'esthétique. Et je pense que c'est l'esthétique qui conduit beaucoup de personnes, en tout cas beaucoup de chanteurs de chez nous, à coder d'une manière ou d'une autre les messages ou les paroles qu'ils véhiculent à travers leurs chansons. Si on prend le cas du roi, on est d'accord, non, Alec Béraou, il ne chante pas n'importe comment. Il y a toujours un code. Quand il commence par dire, par exemple, Atcheji dan we loko non bodwa hosu. Atcheji dan we loko non bodwa hosu. Atin jiwe ran si mele non boyin. Atin hosu le cheji dan we. Mi zanon le do zame. Zande non bele mien. Bref. Vous voyez? Et donc, là-dedans, on voit que d'abord, il y a déjà beaucoup de proverbes. Il y a des citations qui ne sont pas d'ordre ordinaire. Et il dit, c'est une sorte de lot, comme on le dit en fond. Hein? C'est un proverbe qui lance, mais c'est celui qui l'écoute qui doit pouvoir savoir exactement de quoi il parle. Et pour savoir ce de quoi le chanteur parle, il faut tenir compte du contexte dans lequel la parole est véhiculée. Lui, on sait que sa prédilection, quand il exécute ses morceaux, c'est d'abord de chanter sa suprématie dans le système.
Je suis, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et dans une autre chanson, il dit ceci. Aliameno bo ranron da locheme. Bogulouza vi kpen ranvidien aliameno bo ranron da locheme et monon khotobo siro pe badanu. En fait, pour dire que quand il s'agit de la chanson traditionnelle, notamment du Zénith Royal d'Abomey, c'est moi qui suis le détenteur de la vraie clé de l'esthétique. C'est moi qui suis l'incontournable, c'est moi qu'on ne peut pas dépasser. Vous voyez? Et donc, il chante tout le temps la suprématie. Mais si tu n'es pas une personne avertie, une personne qui est attentive, ce message, tu ne pourras pas décoder. Il passe à côté de toi. Voilà, tu ne pourras pas décoder. Donc, la première des choses que le chanteur vise en codant ces morceaux, c'est d'abord l'esthétique. Le style et l'esthétique. Et puis après, maintenant, le message doit quand même passer, parce que c'est un genre littéraire, le message doit passer de façon agréable pour qu'à l'écoute, cela sonne bien, que cela soit acceptable et réceptif. Est-ce que, j'ai une petite question pour notre ami Teddy, est-ce que ce n'est pas une façon de réduire son champ de captivité, son champ de message, ceux-là qui vont comprendre le message, que de réduire, comment on appelle-t-on, d'à chaque fois coder les messages? Je ne pense pas. Parce que, étant entendu que nous sommes en Afrique, nous sommes tous habitués à la parole. On est d'accord? Et même dans des discussions banales, presque banales, je vais dire, à des moments donnés, on est tenté d'envoyer des proverbes. À des moments donnés, on est tenté de dire des choses que l'autre doit pouvoir réfléchir un peu pour comprendre. Mais de façon... Donc c'est une force pour vous? Voilà, c'est une force pour l'Afrique. Et c'est ce qu'ils exploitent juste. Celui qui écoute, en fait, en Afrique, nous ne sommes pas un peuple assez inculte comme les gens le disent. En tout cas, moi, je discute beaucoup cela. Nous ne sommes pas incultes, nous ne sommes pas déracinés. Nous avons nos réalités, en fait. Et ces réalités, ceux-là qui chantent les portent juste comme un vecteur. Ils ne font pas autre chose d'extraordinaire. Si un locuteur fond, quelqu'un qui comprend bien fond et qui sait que, chez moi, quand on veut parler, le fond ne parle pas 2 fois ou 3 fois sans dire des proverbes. Le fond ne dit pas des choses en l'air. Quand le fond te parle, il faut réfléchir un tout petit peu pour décoder. Et donc, celui-là ne peut pas, par exemple, ne pas explorer le champ de ce qu'on lui dit tout de suite. Il en est de même pour le bariton. Il en est de même quand Kala Moulay chante. Kala Moulay ne dit pas les choses de façon ordinaire. Hein? Il dit beaucoup de choses dans leur langue que je ne maîtrise pas assez, dommage, je ne suis pas du septentrion, mais de toutes les manières, il dit des choses que chez eux aussi, ça leur donne de la joie parce qu'ils se disent « Ah, quelle est cette tournure qu'il a employée dans sa chanson ?» Pourtant, c'est la même langue que nous parlons. Ce que tu as envie de dire, eux, ils sont dans la créativité. Vous voyez, ils sont dans la créativité et ils ont le devoir de faire la chose de façon agréable pour que la réception soit aussi pareille. Donc la langue joue un grand rôle. Moi, je me demandais plutôt si ça ne variait pas d'un artiste à un autre. Et est-ce qu'il arrive qu'eux-mêmes, ils inventent ces proverbes ou est-ce qu'ils copient juste? Invention, non. Parce que les proverbes, ça existe déjà. Ce n'est rien d'autre que des exploitations. On peut dire qu'à des moments donnés dans le morceau, puisque le créateur est dans son champ de création, il peut essayer d'une manière ou d'une autre de façonner encore ce qui existe déjà. Parce que si je me mets à te dire ça c'est une incantation. Le chanteur, quand il va vouloir le dire, il pourrait ne pas le dire de la même manière. Il va trouver des enjoliveurs, il va trouver des éléments. Et c'est là qu'intervient l'esthétique, voilà, la recherche de l'esthétique. Voilà, pour éviter de choquer la sensibilité. Parce que directement, quand il va lancer là, ça devient direct et celui qui va recevoir cela le recevra comme un choc parce que cette incantation, par exemple, tout le monde sait ce que ça dit. D'accord, mais très rapidement, quelques secondes, on nous fait signe. Est-ce qu'ils utilisent ça à d'autres fins? On a l'impression qu'ils se règlent des comptes parfois à travers leur Bien entendu. Bien, et comme je le disais déjà dès le départ, c'est que la chanson, c'est une force de médiation, tout simplement. Pour se régler des comptes, si on n'a pas envie de choquer beaucoup de sensibilité, on peut prendre par la chanson et couvrir son message, enjoliver son message. Pourtant, on est en train d'injurier. Ce qui est dommage aujourd'hui est qu'on constate chez certains artistes qu'en voulant faire cela, il le fait mal. Et il se laisse à découvert, il laisse des dessous sales qui ne sont pas du tout agréables pour la promotion de notre culture et de notre art. Sinon on peut toutefois t'injurier dans des morceaux sans que tu ne te rends pas compte tout de suite. Et tu vas même te mettre à danser bien sûr. tout en souriant. Mais bien sûr, bien sûr. Ok.
Merci beaucoup. Jennifer Sativi, c'est tellement intéressant. Voilà. J'espère qu'on aura la suite de cet entretien avec Monsieur Teddy Gandigwe. Ce serait un plaisir. C'est l'heure du journal. L'heure du 19h45. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres. Il végète dans une totale insalubrité. L'échangeur de Godomain est pris d'assaut par les herbes sauvages, si bien que l'ouvrage perd de son attrait. L'hyperlordose lombaire, à ne pas confondre avec la lordose lombaire, est une maladie qui touche le creux au milieu du dos. Elle résulte souvent de certaines de nos postures. Enfin, le climat et la météo, deux éléments indispensables à l'agriculture, deux paramètres qu'il faut maîtriser pour un bon rendement. Un agrométéorologue nous donnera les pièces tout à l'heure. Je le disais à l'entame de ce journal, l'espace vert et le jardin public censé embellir l'échangeur de Godomain se transforment de plus en plus en un dépotoir public. L'insalubrité dans laquelle végète cette infrastructure routière, l'une des plus grandes du Bénin, est la conséquence de l'incivisme de nombre de Béninois. Le constat est fait ici par Samson Thiaumont et Iliad Bokovo. Jonché de tas d'immondices, d'ordures ménagères, d'herbes et de flaques d'eau, l'espace situé en dessous de l'échangeur de Godomain est devenu aujourd'hui un lieu de réceptacle de déchets de tout genre. Construite à prix d'or, cette infrastructure fait les frais de l'incivisme de certains usagers et riverains. Un comportement qui ternit l'image de ce joyau. Avant, quand il n'y avait pas du monde, l'échangeur était sale. Parce que non seulement il y a le vent qui amène les sachets, mais les gens jettent les sachets un peu partout. Il y a aussi le manque de poubelles. Pour moi, nous les Béninois, nous sommes soumis en fait à la loi. Donc, si le gouvernement prend les précautions qu'il le faut, je pense que l'échangeur de Godomain ne sera pas comme ce que nous constatons aujourd'hui. Cette situation inquiète autant le chef quartier que le chef d'arrondissement de Godomain qui sont préoccupés par l'assainissement de ce lieu public. J'ai mis toutes les politiques pour pouvoir arriver à les convaincre. Vous allez voir si l'échangeur, il y a deux formes d'échangeur. Vous allez voir de l'autre côté, vous allez voir que c'est très sale. Mais de ce côté, vous allez voir que c'est plus propre. Et je remercie beaucoup le chef d'arrondissement et le commandant, le capitaine du commissariat de police de Godomain. Ensemble, nous avons fait beaucoup de séances avec les vendeurs d'habits. Malgré ça, j'ai implanté encore des plaques là qui font l'interdiction de jeter des ordures ménagères et de déposer des fécales là. Mais malgré ça, dans la nuit profonde, quand vous vous levez le matin, vous allez voir les fécales un peu partout. Excepté la sensibilisation, d'autres dispositions sont en train d'être prises par la mairie d'Abomey-Calavi pour assurer l'entretien de l'échangeur. Un promoteur est allé nous voir pour dire qu'il a l'intention de mettre des élinois publics sous l'échangeur. On est en train d'étudier avec lui la faisabilité. Et dans les jours prochains, la mairie va mettre en place une équipe digne de voirie. Les choses sont tellement avancées, il me semble que c'est déjà au niveau de la commande de passation. Malgré cette insalubrité ambiante, les abords de l'échangeur de Godomain, transformés en un espace de détente et de commerce, ne manquent pas d'accueillir des clients. La lordose lombaire n'est pas une maladie comme certains peuvent le penser. Elle est plutôt une partie indispensable au squelette de tout être humain. Mais quand des anomalies surviennent, on parle alors d'hyperlordose lombaire. Elle résulte souvent de nos différentes postures, de la grossesse, des chaussures que nous portons et parfois des sacs à dos très chargés ou inappropriés. Le mal n'épargne pas non plus les enfants, mais dans certains cas, il peut être traité. Reportage
Reportage Françoise Insou, Marianne Bossemede. Le squelette humain est composé, entre autres, de la colonne vertébrale et de la lordose lombaire. Cette partie du corps, pourtant considérée à tort comme une maladie, est essentielle pour tout être humain. La lordose lombaire, c'est la courbure de la colonne vertébrale qui donne une concavité postérieure au niveau de la zone lombaire, au niveau du rachis lombaire. C'est-à-dire le creux que nous voyons immédiatement après les fesses. On a besoin de cette lordose pour avoir une bonne résistance au niveau de la colonne vertébrale. Lorsque nous avons des creux qui vont dépasser 5,5 cm actuellement au Bénin, on peut parler donc d'une lordose qui dépasse déjà notre norme. Il faut donc parler d'hyperlordose lombaire en cas de maladie. La pathologie peut être congénitale ou non. Toutefois, certaines habitudes telles que le port de chaussures à talons peuvent constituer des facteurs de risque. Et lorsque vous travaillez tout le temps dans une position qui crée votre lordose, c'est-à-dire une position de dos creux, vous pouvez augmenter à la longue votre lordose lombaire. Chez les dames, le port de grossesse, le port de sac à dos par exemple, quand c'est trop lourd, vous allez aussi augmenter la colonne lombaire. Chez les apprenants, le port de sac à dos inadapté prépare à une hyperlordose lombaire. Et si les enfants trouvent normal de tout porter pour éviter les corrections à l'école, les parents sont appelés à plus de vigilance. Il faut savoir que vous ne devez pas mettre plus de 10% du poids de l'enfant dans le sac. Si le sac pèse plus de 10% de son poids, c'est mauvais. Autre chose, il faut que l'enfant soit bien chaussé. Parce qu'il peut être bien chargé, mais s'il est chaussé correctement et que sa chaussure n'a pas des talons qui projettent son tronc vers l'avant, il n'y a pas de problème. Troisième élément, c'est que le sac doit être un sac adapté à l'enfant. Il ne faut pas acheter les gros sacs des adultes à son enfant. Le sac doit pouvoir s'arrêter au niveau des fesses. Si tous les cas d'hyperlordose lombaire ne peuvent être soignés, certains peuvent par contre être corrigés. On peut rendre souple la colonne lombaire de façon à ce que cette colonne lombaire, lorsque même elle a une hyperlordose, qu'elle puisse vraiment faire le mouvement d'antéro-postérieur sans problème. Si c'est une personne déjà qui a un certain âge, on peut lui apprendre à faire des gestes pour pouvoir recorriger ça. Mais si c'est un enfant, il faut alors savoir qu'est-ce qui est la cause. Est-ce que c'est dû à la charge de son sac, etc. Mais mieux vaut prévenir que guérir. De saines habitudes peuvent aider à garantir une plus longue durée de vie à la colonne vertébrale et aux disques intervertébraux. Lorsque nous devons nous asseoir, rentrer correctement nos fesses dans les sièges. Utiliser des sièges qui ont des dossiers, donc qui ont le dos presque droit. Sinon, je veux dire droit. Lorsque nous nous asseyons dans notre voiture, redressons notre dossier pour que ça soit droit. Il faut toujours garder une petite lordose, même si vous êtes sur engin. Il ne faut pas effacer totalement sa lordose lombaire. Elle joue un rôle important dans l'équilibre physique et dans l'idéal, toujours consulter quand surviennent les premières douleurs. On parle à présent du climat et de la météo qui sont deux éléments indispensables à l'agriculture. Les maîtriser est nécessaire pour tout producteur à la quête d'un bon rendement. Cela justement lui permet de choisir les semences en conséquence et surtout de savoir quand et comment répandre l'engrais. Un agrométéorologue nous en parle au micro de Estelle Pazou et Samson Thiaumont. Nous avons des applications en météo qui sont beaucoup plus utiles pour l'agriculture. C'est pourquoi nous parlons de l'agrométéorologie, c'est-à-dire l'application de la météorologie à l'agriculture. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, nos paysans ont du mal à maîtriser les saisons. Alors la météo vient en appui à ces paysans-là afin de pouvoir mettre à la disposition des paysans les informations agricoles nécessaires pour la maîtrise. Et le but final, c'est de pouvoir accroître le rendement à l'hectare de leur production. En cas de sécheresse, déjà, comme nous faisons la prévision saisonnière, nous mettons à la disposition de nos paysans les informations en début de saison. D'accord ? C'est-à-dire le comportement de la saison au cours de l'année. Est-ce que nous aurons des séquences sèches, c'est-à-dire nous aurons des poches de sécheresse? Alors, si on devrait y avoir les poches de sécheresse, seront-elles longues ou bien courtes? Maintenant, si elles sont longues, quelles sont les variétés qu'il faut choisir? C'est là où c'est important ça.
Donc nous conseillons aux paysans de faire le choix des variétés qui résistent mieux à la sécheresse. Ça c'est un. En dehors de cela, lorsque la saison démarre, nous on calcule ce qu'on appelle l'ETP, c'est-à-dire l'évapotranspiration potentielle, qui vous permet, c'est des termes techniques, qui permet de pouvoir évaluer la quantité d'eau qui est disponible pour que la plante puisse exploiter. D'accord? Et lorsque nous calculons ce paramètre qui est l'ETP, ça nous permet de dire aux paysans que la plante est en train de traverser une période de stress hydrique, c'est-à-dire que la sécheresse. Donc, vous le conseillez par exemple de ne pas mener certaines pratiques, de ne pas reprendre l'engrais pendant cette période afin de pouvoir permettre à la plante de résister face à la sécheresse. Hors de nos frontières à présent et en nouvelle brève, la Tunisie a levé plus de 459 milliards de francs CFA sur le marché international de la dette à un taux de 6,37%. L'émission vise à financer le déficit budgétaire du pays qui devrait atteindre 3,9% du produit intérieur brut en 2019 contre environ 5% l'an dernier. La Tunisie, dont la dette publique a atteint 114% du PIB, a fixé ses besoins en financement extérieur à plus de 1967 milliards de francs CFA en 2019. Ce pays d'Afrique du Nord avait émis en octobre dernier un eurobond de plus de 327 milliards 977 millions de francs CFA à un taux de 0,75%. Plus de 3500 migrants sénégalais ont été pris en charge par l'Organisation internationale de la migration rien que durant l'année 2018. Et pour ces migrants de retour, un tiers vient de la région de Kolda, une région touchée par le phénomène de la migration irrégulière. Pour les soutenir, il est mis en place un programme d'accompagnement pour leur permettre de démarrer une activité génératrice de revenus. Suivons nos confrères de la RTS. Un tiers des migrants de retour ici au Sénégal et de Kolda, cette région est la plus impactée par le phénomène migratoire. Pour fixer les candidats, l'OIM met l'accent sur les opportunités et potentialités du terroir. Il accompagne les jeunes de retour pour qu'ils puissent avoir des activités génératrices de revenus. Ils ont reçu des kits d'intégration pour des projets individuels ou collectifs. Les kits que nous avons donnés, ce sont des kits qui permettent aux migrants de commencer un travail. Nous voulons compter sur l'action de tous les acteurs. Le Sénégal est de plus en plus touché par cette problématique et les chiffres ne sont pas rassurants. 5300, ça correspond au nombre de migrants sénégalais que l'OIM a soutenu en termes de réintégration de 2017 à 2018. Ça comprend les échanges en termes d'écoute, ça comprend le soutien que vous avez vu aujourd'hui. Et il faut qu'on continue ces efforts, voir maintenant, comme l'a dit mon collègue Bakary, comment les autres agences peuvent aussi soutenir en termes de réintégration, en termes de soutien aux femmes. Mais je pense que déjà, ça, c'est un résultat qui parle de lui-même. Mohamed Mané a fait l'expérience de la migration clandestine. Après plusieurs tentatives, il est revenu chez lui. Il nous raconte son calvaire en Libye. Je suis Libye 4 ans. Quand je suis Libye, je tenté pour Madame Europe. Après avoir fait 4 ans en Libye, j'ai décidé de tenter la traversée pour rallier l'Italie. En plein mer, la pirogue a chaviré et sur les 132 qui étaient à bord, 111 ont perdu la vie. Les gardes libyens ont repêché les 21 personnes qui restaient et ils nous ont mis en prison. C'est là que l'OIM nous a trouvés pour nous rapatrier au Sénégal. Renforcer la sensibilisation, mais surtout impliquer ceux qui ont déjà vécu l'expérience pour plus de résultats est l'objectif de l'OIM. La sensibilisation, c'est un élément important pour arrêter le départ des jeunes vers la migration irrégulière. Et la migration, la sensibilisation faite par les migrants eux-mêmes a beaucoup plus de portée que la sensibilisation faite par des personnes qui ne sont pas migrantes, parce que les migrants peuvent expliquer directement leur expérience et nous comptons sur tous les anciens migrants pour être des ambassadeurs dans leur communauté. Ces migrants de retour sont pris en charge par les animateurs du projet.
Des séances d'écoute et de formation sont organisées régulièrement. Objectif, convaincre les jeunes qu'il est possible de réussir chez eux sans risque de périr au large des côtes méditerranéennes. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. Karamat Agbattaou, je vous passe le témoin. Et je suis là, c'est pour la suite du grand rendez-vous. Ulvaïs Balogun, merci pour la présentation de ce journal. Agréable soirée à vous et à demain, bon week-end. Hein? Merci à vous, Karamat. Bon week-end également. Le code vestimentaire, on devrait en parler sur cette émission ce vendredi, mais ce n'est que partie remise. Beauté au pluriel vous revient mardi prochain. Plaise à Dieu. La météo en rappelle. Vous nous recevez de Kovey et de Wenhi, les villes proches donc de Djidja. En tout cas, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous sur l'étendue du territoire et même au-delà du Bénin à nous recevoir. C'était le grand rendez-vous sur BB24, Business 24, dernier numéro de la semaine. C'est ici que prend fin cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Merci beaucoup aux collègues, aussi bien de la rédaction que de la production qui ont travaillé à la mise en place de cette émission. Moi, je ne fais que vous souhaiter simplement, au nom de toute l'équipe, de passer une très très belle soirée. Bon week-end à tous et à bientôt.